Bonsoir à tous et à suivre sur Public Sénat ce soir le 18h dans quelques secondes, toute l'actualité politique de ce lundi 1er février. Et puis nous effectuerons notre première étape sur la route des régionales et nous irons ce soir avec Fabrice Cunet en Champagne-Ardenne. À 18h30, le documentaire du lundi, Partir, revenir ou l'ambiguïté de la vie, la question du suicide sera abordée sous tous ses aspects. Tout de suite, le journal. Les grands titres du 18h de ce lundi, un répit pour les salariés de la raffinerie de Dunkerque. Total reporte la décision de fermeture et garantit un emploi à tous, mais l'enjeu devient politique. C'est dégueulasse, lance Benoît Hamon à l'adresse du pétrolier. Un fait divers sordide, une loi supplémentaire, décryptage à suivre du désaccord entre Brice Hortefeux et Michèle Alliot-Marie, qui lorsqu'elle était ministre de l'Intérieur avait aussi un penchant pour les lois émotions. Trop d'enfants mal logés en France, selon la Fondation Abbé Pierre. Les conséquences sont lourdes sur leur santé et leurs études. Thierry Repentin, le président de l'Union sociale de l'habitat, est l'invité du 18h. Ce n'est pas la première fois que Total est confronté à un problème de calendrier, l'annonce d'une fermeture de site et de résultats financiers colossaux. Cette fois-ci, avant la publication de bénéfices de l'ordre, dit-on, de 8 milliards d'euros, le groupe pétrolier a choisi de temporiser. Le sort de sa raffinerie de Dunkerque sera fixé dans moins de 6 mois. L'annonce a été faite ce matin lors d'un comité d'entreprise à la Défense, dans une ambiance très lourde, une ambiance tendue au pied des tours de la firme Total. Reportage d'Aurélien Romano. Ils sont venus de tous les sites industriels de Total pour soutenir les salariés de la raffinerie de Dunkerque, promise à la fermeture. 500 à 1000 salariés réunis pour demander des explications à leur employeur. C'est inadmissible qu'un groupe comme Total, en 2008, génère 14 milliards de bénéfices et en 2009, en pleine crise, génère 8 milliards de bénéfices. Et qui se permettent de fermer un site comme Flandre et de laisser des salariés depuis le mois de septembre dans l'attente de savoir ce qui va leur arriver. 370 emplois directs et 450 sous-traitants seraient menacés. À midi, le comité central d'entreprise l'annonce, la décision est reportée. Mais l'annonce est loin de convaincre. Les salariés décident de forcer l'entrée, le service d'ordre est débordé, ils envahissent le hall de la tour Total. Les salariés sont en colère, ils veulent rentrer, voir les dirigeants. Attention là, ça part cacahuète, là, ça a l'air de pousser. Une délégation syndicale a finalement été reçue avec la promesse de maintenir 2/3 des emplois. Le sort définitif de la raffinerie de Dunkerque sera scellé à la fin du premier semestre 2010. Et Dunkerque, notons-le, est l'une des 6 raffineries que possède le géant Total en France. À l'approche des élections régionales, bien sûr, l'enjeu est également politique. Notre volonté a été entendue. C'est félicité aujourd'hui Christian Estrosi. Du côté du PS, on ironise sur le énième moulinet du ministre de l'Industrie. Et Benoît Hamon d'interpeller en termes vifs le directeur général de Total, Christophe Demargerie. Il faut que je lui dise en chinois au patron de Total que c'est juste dégueulasse. C'est dégueulasse, voilà. Et ceux qui ne font rien ou se contentent de dire « Ah, je protège, je ne suis pas content comme M. Estrosi », rajoutent dans le cynisme d'une décision comme celle-là. Dégueulasse, dit donc Benoît Hamon, entre invectives et attaques qui parfois confinent à la détestation, souvent entre les porte-paroles d'ailleurs du PS et de l'UMP. Le verbe politique se dégrade-t-il en France? Nous poserons la question dans quelques instants à notre invité Jean-Louis Missika, sociologue. Brice Hortefeux, recadré par Michèle Alliot-Marie, qui elle-même avait cédé à la tentation de durcir la loi après un fait divers tragique, la bisbille gouvernementale sur l'aggravation des peines contre les agresseurs de personnes âgées à la suite d'un double meurtre particulièrement horrible dans l'Oise, vient illustrer une tendance bien amorcée et toujours critiquée par les magistrats. Julie Trassard. Août 2007, à la fête des loges, une nacelle se décroche d'un manège. Aussitôt après, le gouvernement propose une loi sur les manèges dangereux. 2 mois plus tard, une fillette est attaquée par un dog allemand. On vote alors un texte en urgence pour contrôler les chiens dangereux. Et ça devient une habitude. Dans notre ère médiatique, un fait divers égale une loi.
On se souvient du très polémique décret anti-cagoule paru juste après les manifestations contre l'OTAN à Strasbourg au printemps dernier. Ou de la nouvelle loi sur la récidive des délinquants sexuels avec son volet sur la castration chimique. Le texte est adopté l'an dernier alors que l'histoire sordide d'une joggeuse violée et assassinée fait la une de tous les journaux. La plupart de ces textes n'apportent que peu de choses par rapport aux droits existants et ils restent parfois inappliqués faute de décret. Hier, Michel Alliot-Marie dénonçait ce phénomène. Ironie du sort, c'est elle qui était ministre de l'Intérieur quand ces lois ont été votées. Il y a 40% des incriminations qui existent en matière pénale qui ne sont jamais utilisées par le juge. Parce qu'il y a en particulier des textes plus généraux sur lesquels s'appuie le juge pour prendre son jugement. Ces 30 dernières années, le journal officiel où sont publiés les lois et les décrets a grossi de plus de 8000 pages. Et c'est sans surprise dans le domaine de l'intérieur que l'inflation est la plus forte. Chaque citoyen a pour devoir de connaître la loi, mais avec plus de 22 000 pages au journal officiel, c'est devenu mission impossible. Et le nouvelobs.com, partenaire du 18h, vous pose cette question ce soir. Trouvez-vous normal que les faits divers dictent la loi et dictent leur loi? Eh bien, 7% seulement de réponses positives, 92% de non. Et vous êtes plus de 700 votants à cet instant précis. Report du colloque prévu début février par Éric Besson pour présenter son rapport de synthèse sur le débat sur l'identité nationale. Ce colloque sera remplacé, apprend-on, par un séminaire gouvernemental, mais dont la date n'a pas encore été fixée. Le ministre de l'Immigration et de l'Identité nationale a confié ce week-end que si c'était à refaire, eh bien, il trouverait sans doute d'autres voies, par exemple un comité intellectuel pour organiser un débat controversé dès son origine. De l'avenir de Total à Dunkerque au débat sur l'identité nationale, en passant par l'aggravation des sanctions pénales, on le voit, beaucoup de sujets de ce journal ont un rapport avec les élections régionales. Retour sur un week-end de lancement des campagnes, aussi bien à l'UMP qu'au PS, avec Thomas Raguet. Pour une fois, le rapport de force semble s'inverser. Hier, c'est une Martine Aubry conquérante qui a lancé l'assaut des régionales devant un parti socialiste uni, enfin libéré de l'embarrassant Georges Frêche. Le 21 mars au soir, j'espère que la carte des régions, vous savez comme on la voit à la télévision, on est tous devant notre poste de télévision, eh bien, elle sera toute rose, dans une crise bien noire. Voilà ce que nous devons nous souhaiter. Côté UMP, en revanche, on a connu des conseils nationaux plus apaisés. Signe des temps, la porte de Versailles où devait se tenir l'événement a été délaissée au profit de la salle Equinox, plus petite. Mais c'est surtout le vote des listes de candidats au régional qui laissera des traces. Chacun a dû faire des compromis. Et je le dis, maintenant, tout le monde devra se plier aux décisions que nous avons prises. Des listes ouvertes à toutes les tendances de la majorité, mais boudées par les cadres du parti. Elles ont été votées à 60% seulement, du jamais vu. Quand vous payez le prix, parfois personnellement, de cette stratégie d'unité et d'ouverture qu'attendent les Français en période de crise, évidemment, ça ne vous porte pas nécessairement à voter oui, et ça a été l'attitude d'un certain nombre de nos cadres. Si l'UMP a choisi sa stratégie, celle-ci pourrait bien fragiliser le parti majoritaire. Contrairement à un parti socialiste rassemblé et gonflé par les sondages, le désir d'ouverture à droite pourrait bien ne pas faire l'unanimité au sein de sa base électorale et se payer dans les urnes. 3 soldats étrangers, dont un Espagnol et un Américain, ont été tués aujourd'hui en Afghanistan, ce qui porte à 47 le bilan des pertes des troupes internationales dans ce pays depuis le début de l'année. À suivre, séquence décodage du 18h avec le sociologue Jean-Louis Missika. Quand le verbe politique s'emballe, Jean-Louis Missika, bonsoir. Bonsoir. Georges Frêche, bien sûr, qui a dépassé toutes les limites de la décence et de l'invective, mais l'ironie mordante, les mots violents deviennent-ils le lot commun des hommes politiques? Alain Duhamel s'était interrogé récemment dans une chronique de Libération sur une berlusconisation des débats. Est-ce que nous en sommes là, à votre avis? Oui, on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que d'abord la période politique est particulièrement dure, la crise économique est passée par là, il y a une tendance à ce qu'on pourrait appeler le populisme qui existe, une tentation populiste qui existe dans presque tous les
les courants de pensée politique. Et puis l'exemple vient d'en haut, le style du président de la République, le sentiment que pour se faire comprendre des gens, il faut parler la même langue qu'eux, avec parfois une erreur sur le caractère plus ou moins châtié du langage des Français. Écoutez, dans la séquence que nous venons de voir à l'instant, le C dégueulasse de Benoît Hamon, c'est intéressant. Non, ça ne me choque pas. C'est un choix de communication qu'il fait. Et c'est un choix de communication gagnant, puisque, regardez, vous reprenez son expression. Et je suis presque sûr que la plupart des journaux télévisés vont faire le même choix éditorial que vous. Et de ce point de vue-là, il est clair que si son langage avait été un tout petit peu plus châtié, eh bien, il n'aurait pas été repris dans les médias comme il va être repris grâce à ce petit mot. Donc, si vous voulez, le dérapage verbal est aussi un moyen d'attirer l'attention des médias et d'obtenir un passage dans les médias. Alors, vous avez cité Nicolas Sarkozy, mais lors de ses vœux aux Français, il avait appelé justement à un dialogue apaisé. Il faisait référence, bien sûr, au débat sur l'identité nationale. On avait quand même noté un appel à la tolérance, au respect des autres. On n'en est pas toujours là aujourd'hui. On n'est pas encore là aujourd'hui. On le voit notamment dans les échanges entre les porte-paroles du PS et de l'UMP, non? Oui, je crois que d'abord, Nicolas Sarkozy a eu deux moments très différents. Il a eu un moment où il était candidat et où il a choisi d'utiliser des mots extrêmement forts. On se souvient du Karcher, de la racaille. Il y a eu même un moment où, même encore président de la République, il n'était pas lui-même à l'abri du dérapage verbal, comme le casse-toi pauvre con. Et puis bien sûr, aujourd'hui, il y a certainement, aussi bien chez lui que chez ses conseillers, le sentiment qu'il faut changer de style, qu'il faut changer de registre de communication. Mais en même temps, il y a un certain pli qui est pris dans la société politique française. La nouveauté, ce n'est pas justement les invectives entre hommes politiques de bords opposés. Non, là, ça c'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes de la vie politique plus anciennes où les invectives. Bon, il faut se rappeler ce que pouvait être l'Assemblée nationale ou le Parlement dans les années 30, par exemple. Et on a connu des périodes, mais ces périodes justement sont inquiétantes parce qu'elles signent un retour à un certain populisme que vous évoquez. Voilà, exactement. Elles signent une certaine façon de faire de la politique avec une volonté en quelque sorte de cultiver la haine et de cultiver le ressentiment et donc des sentiments, des passions politiques qui sont parfois dangereuses à manipuler. Le danger, justement, j'allais vous interroger. Écoutez, le danger, c'est tout simplement le moment où la société, où les membres de la société ne peuvent plus se supporter les uns les autres. On a bien vu dans le débat sur l'identité nationale tous ces dérapages dont certains étaient des dérapages xénophobes ou des dérapages sur le domaine de la religion. Tous ces dérapages allaient dans le sens d'une stigmatisation d'une partie de la population française. Et donc on voit bien qu'il y a un risque, et notamment dans ces périodes de crise, la responsabilité des politiques est plus importante, je dirais, que d'ordinaire. Ils doivent se retenir. Se ressaisir pour certains d'entre eux. Et se ressaisir parce que, justement, ils sont un exemple. Alors, je le disais, vous êtes le mauvais exemple. Je le disais, vous êtes sociologue, vous êtes également adjoint au maire de Paris, Bertrand Delanoë. Est-ce que Georges Frêche peut se ressaisir, selon vous? Il a aujourd'hui, par exemple, traité de minable Éric Besson. Oui, malheureusement, je crois que Georges Frêche est absolument incorrigible. Et donc, on est face à quelqu'un qui a une incontinence verbale absolument extravagante et malheureusement, on peut dire que la vieillesse est un naufrage. Jean-Louis Missika, merci. À suivre, 3 questions à Thierry Repentin, le président de l'Union sociale pour l'habitat, au moment où la Fondation Abbé Pierre a publié donc aujourd'hui de nouveaux chiffres. 600 000 enfants en France ne vivent pas sous un toit décent. Mais je vous propose d'abord de suivre le quotidien infernal de Laetitia et de ses petits frères et la famille Tralou à Paris. Reportage de Madeleine Pradel et Marie-Noël Vallès. Il est 7h30 du matin. Laetitia se prépare pour le collège dans sa salle de bain. Pas parce que ta maison est sale que tu dois être sale toi aussi. Ici, l'adolescente s'habille, fait ses devoirs, assise sur la cuvette des toilettes, sans table de travail. Ses cahiers, elle doit les stocker au-dessus de la baignoire. Elle vit avec sa mère et ses 2 petits frères dans 18 mètres carrés en plein Paris. Une situation qui dure depuis presque 10 ans. Quel effort je ne fais pas pour sortir de là avec mes enfants? Quel effort je ne fais pas? Je fais toutes les démarches, tout. Quel effort je ne fais pas?
Toutes les démarches, Valentine les a épuisées. Elle qui gagne sa vie comme nounou et femme de ménage, elle sait qu'elle a droit à un logement décent au nom du droit au logement opposable. Épaulée par le DAL, elle est allée jusqu'au tribunal, mais sans résultat pour le moment. Il est l'heure de s'en aller pour l'école. Une fois les enfants partis, avant de commencer sa propre journée de travail, Valentine s'autorise un moment à baisser la garde. Vous avez vu la condition dans laquelle on est? 534 €. C'est ce que vous voyez là. Malgré le sentiment d'injustice, Valentine veut continuer à se battre pour sortir Laetitia, Noah et Harlem du cycle du mal logement. Une situation qui menace aujourd'hui la santé, la scolarité et l'intégration sociale de 600 000 enfants en France. Avec nous Thierry Repentin, donc sénateur socialiste de Savoie et président de l'Union sociale pour l'habitat. D'abord, est-ce que vous partagez ce constat de la Fondation Abbé Pierre qui évoque quelques 600 000 enfants mal logés en France? Hélas oui, et votre reportage avait comme sous-titre mal logement, une priorité nationale. Assurément, ça n'est pas une priorité nationale. Il faut avoir le courage de le dire. Oui. Il y avait cet après-midi la remise du rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre. Toutes les formations politiques étaient représentées pour un débat avec quelquefois leur présidente ou président. Et le constat du journaliste qui animait, mais vous avez tous apparemment de bonnes solutions pour répondre. Comment se fait-il que vous ne les ayez pas mises en œuvre? Je le dis très clairement, cela fait trop longtemps qu'aucun grand leader politique de notre pays ne s'est véritablement intéressé à la question du logement. Et dans les arbitrages qui sont faits chaque année pour construire plus de logements sociaux, c'est-à-dire économiquement abordables, les arbitrages se font toujours au détriment du logement social. Donc il n'y a pas de priorité nationale sur la question du logement. C'était vrai sous la gauche aussi? C'était vous dites depuis toujours? Depuis toujours, j'ai dit, aucun grand politique ne s'est intéressé à la question. C'est-à-dire que je n'ai pas souvenir, et peut-être pourrez-vous me contredire, mais de débats en prime time, comme vous dites dans les médias, où on aurait sur un plateau télévisé le patron du MP, la patronne du PS, la patronne des Verts, le patron du Modem sur la question du logement. Cherchez quand est-ce qu'il y a eu un débat sur cette question. Qu'est-ce que vous faites, vous, au sein de votre parti, pour sensibiliser les grands du Parti socialiste? Martine Aubry a fait un communiqué aujourd'hui pour déplorer justement le chiffre avancé par la Fondation Abbé Pierre. Elle était là ce matin au débat, donc il y a une prise de conscience. Je crois qu'il faut faire effectivement prendre conscience en pleine campagne régionale, il faut le dire. Hein. Peut-être, mais le rapport de la Fondation Abbé Pierre tombe en ce moment-là. Il n'y a pas de corrélation entre les deux dates. Le logement et l'emploi, c'est les deux priorités de nos concitoyens. Le problème, c'est qu'en matière de logement, il n'y a pas de corps social organisé. Quand vous avez une crise dans le monde de l'hôpital, les blouses blanches descendent dans la rue, sont épaulées, les médias les suivent, on identifie le responsable, le ministre de la Santé. En matière de logement, on ne sait plus qui fait quoi, et il n'y a pas d'association qui défendent malheureusement ces familles. Elles sont extrêmement présentes dans les médias. On pense au droit au logement, notamment. Hein. Le sujet revient très très souvent à la une de l'actualité. Vous dites le droit au logement, vous auriez pu dire Jeudi Noir, vous pouvez dire aussi la Fondation Abbé Pierre pour le logement des personnes défavorisées. Ça c'est dit, hein, on l'a dit, la Fondation Abbé Pierre. Mais toutes sont sur un segment, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas de logement, qui aspirent à en avoir un. Or, au-delà même de ces personnes, de ces ménages, il faut savoir que nous avons 1 200 000 ménages en France qui sont en attente d'un logement social. Vous voyez l'effort que la nation a à faire et je crois qu'il n'y a effectivement pas de portage politique dans ce pays malheureusement. Bon, alors vous essayez de le porter en tous les cas, ce message pour le Parti socialiste et maintenant avec vos responsabilités à l'Union sociale pour l'habitat. Vous dites qu'il n'y a pas de politique du logement, mais j'ai l'impression qu'il y a un discours unique sur le logement. Aujourd'hui, par exemple, j'entends le secrétaire d'État au logement, Benoît Apparu, dire qu'il est nécessaire de trouver de nouvelles formes d'action publique et il prône un service public du logement. Mais il dit la même chose que vous. Mais attendez, au-delà des annonces qui cherchent quelquefois d'ailleurs à nous diviser, comme ça, pendant qu'on se divise sur des micro-sujets, on en oublie les choix d'ordre budgétaire. Cher monsieur, depuis plusieurs années, chaque année, le budget de la nation affecté au logement diminue. Qu'on ne nous fasse pas croire qu'avec une diminution des crédits, nous pouvons construire plus. Ça n'est pas possible. Au cours des 10 dernières années, la part du logement, de l'État dans le logement a diminué de 50% pendant que celle des collectivités locales a été multipliée par 4. Nous ne pourrons pas continuer dans ce sens-là, ou alors il faut dire courageusement à nos concitoyens que le logement c'est un bien comme un autre et que c'est le marché qui doit réguler.
Bien. Alors, vous avez l'habitude de critiquer les choix du gouvernement, hein, Thierry Repentin, vous le faites à nouveau. Comment faire quand il s'agit de loger parfois des familles de plus de 10 enfants? C'est l'une des difficultés que pointe aujourd'hui la Fondation Abbé Pierre. Parce que là, c'est un problème qui relève de la politique du logement. Comment on fait? Premièrement, dans mes critiques, vous aurez remarqué que je tirais à droite comme à gauche sur le fait que ce n'est pas une priorité nationale. Oui, on a bien entendu ça. Et la seconde chose, nous sommes en capacité de faire des grands logements pour les grandes familles. Mais contrairement à ce que l'on peut penser, ça n'est pas la question essentielle. C'est la question quantitative. On est sur une année... Des familles ou du nombre de logements? Du nombre de logements manquants. Nous sommes aujourd'hui sur une année record de financement par le monde HLM. 120 000 logements nouveaux, grâce aux collectivités locales. Le déficit est de 900 000. Vous vous rendez compte le nombre d'années qu'il nous faut pour rattraper le simple déficit? Plus nous construirons de logements différents, plus nous pourrons répondre à des cas particuliers. Construire, c'est la solution. Thierry Repentin, pour construire, le ministre Benoît Apparu semble accepter l'idée d'une vente d'une partie du parc de logement social. Il a évoqué 10% vendus en 10 ans pour justement financer des logements nouveaux dans les zones qui en ont le plus besoin. Qu'est-ce que vous dites de cette idée pour trouver de l'argent là rapidement? Oui, interrogeons-nous sur le bien fondé de cette proposition qui est simple et qui est un peu simpliste. C'est-à-dire que pour trouver de l'argent, il faudrait vendre des logements que nous avons en portefeuille, en quelque sorte, qui sont aujourd'hui loués à des ménages qui en ont bien besoin. Nous en avons mis en vente, cher monsieur, 40 000 cette année. Nous n'en aurons vendu qu'un peu moins de 4 000. Car entre la mise en vente et la vente effective, il y a un fossé. Trop cher. Trop cher alors que nous vendons 30% de moins que le marché. Frais d'entretien ensuite à assumer. Absolument. Copropriété à monter pour être sûr que les bâtiments vivront bien entre locataires et propriétaires, mais aussi il n'y a pas d'argent en face. Et il faut le dire. Donc c'est une idée simpliste. Et ce qui est le plus dangereux, je voudrais en dire un petit mot, c'est que derrière cette idée, il est clairement dit, ou quelquefois moins clairement dit, que ce produit de la vente devra se substituer au retrait de l'État. C'est-à-dire, comme vous vendez, on ne vous aidera plus. Ça n'est pas possible. D'accord. Des mesures radicales sont proposées contre les appartements vacants par la Fondation Abbé Pierre, par vous-même. Hein, d'ailleurs, vous aviez fait une proposition récemment. Vous voulez vraiment, avec François Rebsamen, vous voulez vraiment quoi? Tordre le bras aux propriétaires qui laissent des appartements vacants? Figurez-vous que cet après-midi, il y avait des parlementaires de l'UMP, de la majorité présidentielle. Face à cette idée, ils ont dit oui, il faut mettre en place la taxe sur les logements vacants sur toutes les zones tendues. Parce que là où on l'a mis en place, 50% de la vacance a disparu. Très bien, merci Thierry Repentin. Dossier à suivre, hein, car on le traite très régulièrement sur Public Sénat. Il le mérite. Nous partons maintenant pour la Champagne-Ardenne, tiens, où se présente d'ailleurs Benoît Apparu. Hein, première étape des régionales sur Public Sénat.